J'accueille sur ce plateau deux députés. Sylvain Waserman, bonjour. Vous êtes député MoDem du Bas-Rhin. Face à vous, Régis Juanico, bonjour. Vous êtes député Nouvelle Gauche de la Loire. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale est actuellement débattu en commission des affaires sociales. Alors parmi les mesures phares de ce PLFSS, notamment la hausse de l'allocation adulte handicapé. Elle sera l'objet de deux questions au gouvernement. Vous l'avez entendu, elle sera portée à 900 € d'ici 2020. Elle est aujourd'hui de 810 €. C'est du pouvoir d'achat en plus, Sylvain Waserman. Cela fait partie de ces mesures qui doivent permettre d'améliorer notamment ici le quotidien des handicapés. Écoutez, je pense que c'est un devoir, une responsabilité qu'on a d'aider ceux dans notre société qui en ont le plus besoin. Mais je voudrais juste attirer votre attention sur une chose, c'est que jamais une hausse de cette ampleur, alors j'ai regardé sur Wikipédia, donc je remonte à 15 ans, ça existe depuis 1975, mais en tout cas dans les 15 dernières années, jamais une hausse de cette ampleur n'a eu lieu. C'est tout de même une hausse en 3 ans, une hausse étalée. Oui, tout à fait, une hausse étalée, mais encore une fois, qui est la plus importante qu'on ait jamais connue dans les années précédentes. Tous les allocataires vont-ils bénéficier de cette hausse? C'est l'une des inquiétudes, notamment des associations. Alors, il faudra évidemment regarder sur le terrain. Vous savez qu'on a une ministre, Madame Cluzel, secrétaire d'État, qui vient du monde associatif. On parle beaucoup des élus qui viennent de sujets et de domaines de compétences. Madame Cluzel sera très vigilante, évidemment, je l'ai rencontrée la semaine dernière, à ce que les mesures soient les plus justes et les plus efficaces pour ceux qui en ont le plus besoin. Régis Juanico, cette mesure donc, a été adoptée en commission des affaires sociales lors de l'examen donc, de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale. J'imagine que vous y êtes favorable, que vous la voterez dans l'hémicycle lors de l'examen de ce texte. Oui. Parce que l'allocation adulte handicapé, c'est 810 € par mois. Le seuil de pauvreté dans notre pays, c'est un peu plus de 2000 € par mois. Donc toute mesure qui vise à revaloriser le pouvoir d'achat des personnes en situation de handicap, il faut les soutenir. Ce que je regrette un peu, c'est que ça se fasse sur 2 ans. Donc, il y aura une première augmentation au 1er novembre 2018 de 50 € et une deuxième augmentation au 1er novembre 2019 pour porter l'allocation adulte handicapé à 900 €. Mais la suppression de l'ISF, c'est dès le 1er janvier 2018. La baisse des APL, c'est dès le 1er octobre, c'est déjà en vigueur. Donc ça, c'est des mesures qui touchent aussi des personnes en situation de handicap. Et la hausse de la CSG va aussi impacter leur pouvoir d'achat. Et j'ai eu l'occasion d'interroger Sophie Cluzel, la secrétaire d'État en charge du handicap, mercredi dernier, sur cette question du pouvoir d'achat et de la revalorisation de l'allocation adulte handicapé en commission des affaires culturelles. Il y a un certain flou sur les modalités qui vont accompagner cette revalorisation. On n'est pas tout à fait d'accord sur les chiffres. Vous citiez les associations cette crainte des associations, justement. L'association des Paralysés France qui faisait son comité départemental il y a 15 jours à Saint-Étienne, dans ma circonscription, avec son président national, et une dizaine d'associations mettent en garde sur le fait que les modalités qui ont été retenues de revalorisation du pouvoir d'achat risquent de pénaliser 500 000 personnes en situation de handicap. Notamment celles qui vivent en couple. Quand la ministre parle de 870 000 bénéficiaires d'un gain de pouvoir d'achat, il y a 1 million de bénéficiaires aujourd'hui de l'allocation adulte handicapé. Effectivement, sur les modalités, je suis prêt à en parler. Et il y a un certain nombre de flous qu'il va falloir lever. Sylvain Waserman, finalement, les handicapés vont devoir faire un effort pendant 1 an, puisque il va y avoir des mesures qui vont être prises, comme la hausse de la CSG, et leur allocation ne sera... Le budget sur le handicap augmente de 10,6 à 11,3 milliards tout de suite, donc un effort supplémentaire sur la mission handicap dans le budget, ça c'est tout de suite. La hausse, comme je l'ai dit, est sans commune mesure par rapport à tout ce qui s'est passé précédemment. Donc évidemment, on souhaiterait toujours que ce soit le plus rapide possible. Mais je crois que vous avez un point important. Il faut être vigilant sur les mesures et la façon dont on applique ces mesures. Là, on est dans l'ordre évidemment assez macro d'un budget sur lequel on alloue des sommes. Je crois qu'il faut saluer, et vous le faites, et je salue le fait que vous votiez et que vous soyez en faveur de cette logique-là. On augmente l'AAH, cette allocation handicapée, parce qu'on a un devoir de solidarité, on augmente le budget sur le handicap. Et je voudrais aussi attirer votre attention que pour la première fois, la secrétaire d'État en charge du handicap est rattachée au Premier ministre et qu'elle a eu une réunion avec l'ensemble des ministères pour voir comment on crée des passerelles de façon transverse pour l'ensemble des ministères avec le monde du handicap. Et il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de perdants dans cette réforme. Et c'est notre rôle, les parlementaires de tous bords, je crois, de le vérifier.
Vous avez évoqué tout à l'heure effectivement une des modalités qui va être mise en place par rapport aux couples bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé. Leur plafond de ressources, je ne vais pas être trop technique, mais va être plafonné. Et donc, il y a de fortes chances que les couples bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé, ces 230 000 personnes dans notre pays, ne bénéficient pas de la revalorisation. Il y a ce qu'on appelle les compléments de ressources qui sont associés à l'allocation adulte handicapé. Pour les personnes en situation de handicap qui ont très grande difficulté à pouvoir travailler, ou ce qu'on appelle la majoration pour vie autonome, notamment pour ceux qui ont des difficultés à se loger. Et il y a une fusion qu'on nous présente comme une simplification entre ces deux compléments de ressources. L'une fait 180 €, l'autre 100 €. Mais on va aligner sur le bas, 100 €. Donc il y a là aussi une perte potentielle de pouvoir d'achat pour 65 000 bénéficiaires. Et puis il y a une troisième mesure, et qui est extrêmement importante, qui concerne les pensions d'invalidité. Les pensions d'invalidité, aujourd'hui, leurs bénéficiaires ont la possibilité de toucher la prime d'activité. Or, au 1er janvier 2018, ils n'auront plus cette possibilité. Et ça, c'est 150 € de moins par mois. Ce qui fait qu'on a à peu près 500 000 personnes aujourd'hui quand même qui sont dans le flou pour savoir s'ils ont une stagnation, voire même peut-être une perte de pouvoir d'achat. Et là-dessus, il faut qu'on ait des explications de la ministre. La ministre va certainement y répondre dans un instant, dans quelques instants, dans l'hémicycle, lors de ces questions au gouvernement que vous pourrez vivre, bien sûr, en direct. Cette allocation, donc, pour les handicapés fait partie de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale. Cette nuit a été adopté le relèvement d'1,7 point de la CSG. D'un mot, c'est une mesure pour le pouvoir d'achat, cette hausse de la CSG qui doit compenser d'autres mesures, Sylvain Waserman. C'est une façon plus juste de répartir l'effort. Vous avez un excellent journal qui a cartographié les différents types de familles et on voit que la très grande majorité gagneront du pouvoir d'achat dans l'ensemble des mesures. Évidemment, si on prend individuellement une hausse par rapport à d'autres baisses, on doit les mettre en parallèle. La baisse de la taxe d'habitation, la baisse évidemment, l'augmentation du salaire net pour quelqu'un qui travaille et qui du coup aura plus de pouvoir d'achat. Ce sont des mesures extrêmement concrètes. Donc évidemment, il faut faire les calculs au bout du bout. C'est compliqué, c'est une ingénierie compliquée, mais je sais que les femmes et les hommes qui nous écoutent, qui sont citoyens, qui sont contribuables, qui gagnent de l'argent ou qui travaillent et qui ont des revenus, ils sauront faire le calcul et je les invite à le faire. Mais les retraités sont les grands perdants de cette mesure. Non, pas les retraités. Les retraités les plus aisés, effectivement, ne sont pas dans le milieu du travail, n'auront pas le bénéfice de la hausse du salaire net. C'est vrai. Mais on parle de retraités dont les revenus sont supérieurs à peu près 2 400 €. Donc on parle effectivement d'une contribution. Mais moi, je voudrais vous dire une chose. Chacune et chacun de ces retraités, en général, ont des enfants qui ont un travail, qui bénéficieront de la hausse, ont des petits-enfants qui cherchent du travail. Cet appel à la solidarité intergénérationnelle. Bien sûr. Et moi, j'ai rencontré dans ma campagne des retraités plutôt aisés qui disaient c'est normal qu'on contribue et je le fais aussi pour mes enfants et mes petits-enfants. Régis Juanico, les retraités aisés doivent-ils justement participer à cette solidarité et accepter cette hausse de la CSG? Pas de cette façon-là. On voit qu'il y a une injustice dans la façon dont les efforts sont répartis sur le plan fiscal et sur le plan social, dans les contributions qu'on demande à chaque foyer, à chaque ménage. Quand M. Waserman parle de 2 400 €, il parle de couples de retraités. Là, en l'occurrence, l'augmentation de la CSG de 1,7, c'est pour les retraités à partir de 1 200 €. Moi, je suis d'une ville, Saint-Étienne, d'un département de la Loire, qui est un département ouvrier et industriel, où les pensions de retraite sont souvent à ce niveau-là. Nous avons fait une contre-proposition, notre groupe, Nouvelle Gauche, c'est de ne faire cette contribution de 1,7 qu'à partir de 3 000 € pour les retraités. Parce qu'aujourd'hui, c'est les retraités modestes qui vont être finalement spoliés. Et quelque part, on est en train de payer le fait que, de l'autre côté, on fait des cadeaux aujourd'hui pour les quelques centaines de milliers de plus riches dans notre pays, à travers la suppression de l'ISF et aussi le prélèvement forfaitaire unique. Ce n'est pas aux retraités modestes, qui par ailleurs, je veux quand même le préciser, ils ont le problème de leurs petits-enfants, qui font souvent des études, ou de leurs enfants, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Ils ont leur problème de leurs parents, qui sont aujourd'hui souvent en établissement
pour personnes âgées et dont il faut prendre en charge aussi financièrement, souvent par solidarité, le coût financier. Et ça, c'est extrêmement important. Il ne faut pas qu'on prenne à la gorge aujourd'hui ces retraités modestes. Et le débat va se poursuivre, bien évidemment, dans l'hémicycle pour ce projet de loi de financement de la sécurité sociale. Tout de suite, on va retrouver Ludovic Faux en direct depuis l'Assemblée, au plus près de l'hémicycle. Vous êtes en direct avec Olivier Véran, le député La République En Marche de l'Isère, rapporteur général de la Commission des affaires sociales. Oui, alors Olivier Véran, cette hausse de la CSG votée en commission des affaires sociales, gauche et droite sont d'accord pour dénoncer une mesure injuste. Qu'est-ce que vous leur répondez ? D'abord que la CSG prise toute seule n'a aucun sens. Ce qu'il faut, c'est regarder la réforme globale de la fiscalité proposée par le gouvernement, la suppression des cotisations salariales qui permettra à 100% des salariés du privé de ce pays d'avoir une augmentation sensible du pouvoir d'achat malgré la hausse de la CSG, la compensation intégrale de la hausse de la CSG chez les fonctionnaires et puis à travers le plan indépendant, 75% des indépendants de notre pays qui gagneront du pouvoir d'achat, qui va aussi avec la suppression du RSI qui a été massivement voté hier en commission. Restent les retraités et j'ai eu l'occasion de rappeler dans le débat, un bon débat d'ailleurs avec une ambiance de travail qui est très sereine, je le dis. 40% des retraités ne verront pas d'augmentation de CSG et pour 80% des retraités, la suppression de la taxe d'habitation viendra plus que compenser la hausse de la CSG. De fait qu'en janvier, les Françaises et les Français, dans leur immense majorité, verront une augmentation de pouvoir d'achat. Ça, c'est tangible, ça, c'est sensible et ça, c'est factuel. Est-ce que néanmoins des ajustements sont encore possibles, nécessaires, par exemple pour les personnes âgées qui vivent en maison de retraite et qui ne bénéficieront pas a priori de la baisse de la taxe d'habitation ? Alors, effectivement, il y a un certain nombre de personnes âgées qui vivent dans ce qu'on appelle des EHPAD, des maisons de retraite médicalisées, surtout celles et ceux qui vivent dans des maisons de retraite de niveau privé non lucratif. C'est à peu près 15% des retraités en maison de retraite médicalisée qui sont concernés. Et il y aura des mesures qui seront proposées par le gouvernement dans le cadre cette fois-ci du projet de loi de finances, le budget de l'État. Gérald Darmanin réfléchit actuellement à une disposition pour permettre à ces personnes de ne pas baisser en termes de pouvoir d'achat. Donc, ne vous inquiétez pas, tout est bordé, tout est travaillé, aucun sujet ne passe à la trappe. Nous sommes extrêmement sérieux dans l'examen de ce texte. Merci Olivier Véran. On suivra la suite des débats évidemment en commission et puis ensuite dans l'hémicycle. Merci. Merci à vous, Ludovic. Alors, autre thème de ces questions au gouvernement, quel avenir pour APB, le système d'admission post-bac? Les nouvelles règles doivent être dévoilées début novembre. Après les dysfonctionnements de cette rentrée, le tirage au sort ne devrait plus avoir lieu en 2018. Joannico, on l'entendait, la question est là. Finalement, l'université doit-elle et peut-elle accueillir tous les étudiants qui souhaitent y entrer ? D'abord, ce que je veux dire, c'est que la jeunesse, c'est un atout pour la France par rapport à une Allemagne vieillissante. La jeunesse scolarisée, le fait d'avoir de nombreux étudiants, 2 500 000 étudiants dans l'enseignement supérieur, c'est un atout pour la France et pour son avenir. Les gouvernements successifs qui n'avaient pas prévu l'entrée de cette jeunesse à l'université. Pas prévu. On sait qu'il y a 40 000 étudiants de plus jusqu'en 2025 chaque année. Donc on le sait. Donc il faut y mettre des moyens pour que les capacités d'accueil dans un certain nombre de filières, je pense au droit, à la psychologie, aux STAPS, qui sont la filière de préparation au métier du sport et au professorat de PS, on puisse quand même accueillir ces étudiants. Mais un étudiant, aujourd'hui, un diplômé de l'enseignement supérieur, c'est 10% de chômage. Un jeune qui n'est pas qualifié, qui n'est pas diplômé, c'est entre 40 et 50% de chômage. Donc il ne faut pas qu'on va remplacer APB, parce que c'est simplement un outil technique aujourd'hui pour affecter, soit remplacé par un système où il y aurait des prérequis qui seraient des prérequis qui finalement, de façon déguisée, organiseraient une sélection. Moi, je suis pour une orientation choisie dès le collège, très rapidement, qu'on puisse faire découvrir les métiers, les formations aux collégiens, et puis surtout qu'on mette en place un système en France que nous avons développé à Saint-Étienne, qui est le -3 + 3, qui permettent aux lycéens, dès la seconde, d'avoir des étudiants qui viennent dans les lycées et qui leur permettent de mieux s'orienter et de mieux choisir leur orientation.